Chapitre 7. La carrière. Des légendes courent chez les montagnards sur une race ancienne, très douée pour la magie et détentrice d'un savoir aujourd'hui perdu à jamais pour les hommes. Ces légendes, par bien des aspects, ressemblent à celles qui parlent des elfes ou des anciens dans les Siduchés. Dans certains cas, elles sont tellement semblables qu'il s'agit manifestement de la même histoire adaptée par des peuples différents. L'exemple le plus frappant est la chaise volante du fils de la veuve, chez les montagnards. Ce conte servien se retrouve sous le titre du traîneau volant de l'orphelin. Qui peut dire chez qui il a eu son origine? Les habitants du royaume des montagnes assurent que cette race antique est responsable de certains des monuments les plus originaux qu'on rencontre de temps en temps dans leurs forêts. On leur attribue aussi quelques faits de moindre importance, tels l'invention de certains jeux de stratégie auxquels jouent encore des petits montagnards, et celle d'un instrument à vent très particulier qui n'est pas activé par le souffle du musicien, mais par de l'air enfermé dans une vessie gonflée. On parle également de cités anciennes, au fin fond des montagnes, qui auraient été le lieu de résidence de ces êtres. Mais je n'ai trouvé nulle part, ni dans la littérature, ni dans la mémoire orale des montagnards, d'explication sur la disparition de ces créatures. 3 jours plus tard, nous parvînmes à la carrière. Durant ces 3 journées, le temps est devenu soudain très chaud, et l'air s'était empli du parfum des fleurs et des feuilles en train de s'épanouir, du sifflement des oiseaux et du bourdonnement des insectes. De part et d'autre de la route d'Ar, la vie bourgeonnait, et je marchais au milieu d'elle, tous les sens en alerte, plus conscient que jamais d'être vivant. Le fou n'avait plus rien dit sur ce qu'il avait prévu de mon destin, et je l'en remerciais. Je m'étais rendu compte qu'œil de nuit avait raison. Savoir que j'allais mourir était bien assez dur, inutile de ruminer la question. Soudain, nous arrivâmes à la carrière. Tout d'abord, nous crûmes avoir atteint un cul-de-sac. La route descendait le long d'une rampe jusqu'au fond d'une gorge de roche vif, taillée de main d'homme et d'une surface double de celle du château de Castelcerre. Les murailles de cette vallée étaient parfaitement verticales et nues, et s'interrompaient seulement là où d'énormes blocs de pierre noire en avaient été extraits. Ça et là, de la végétation enracinée dans la terre, au sommet, tombait en cascade le long des arêtes rocheuses. Au fond de la gorge, des flaques d'eau de pluie verdâtre stagnaient. On ne voyait guère de plantes, car l'humus était rare. Nous avions enfin quitté la route d'Ar, et nous nous tenions sur la roche noire et brute dont elle avait été façonnée. Quand nous regardâmes la falaise qui nous dominait de l'autre côté de la vallée, nous ne vîmes que de la pierre noire, veinée d'argent. Au fond de la carrière, gisaient quantité d'immenses blocs au milieu de tas de gravats et de poussière. Ils étaient plus grands que des bâtiments, et je ne concevais pas comment on avait pu les découper, et encore moins les déplacer. Près d'eux se trouvaient les restes de vastes machines, qui m'évoquèrent vaguement des engins de siège. Leur bois avait pourri, leur métal rouillé. Goûtées par le temps, elles me firent penser à des ossements qui s'effritent. On n'entendait pas un bruit. Deux faits attirèrent immédiatement mon attention. Le premier était la présence d'un pilier noir, dressé au milieu de notre chemin, gravé des mêmes runes que nous avions déjà observées. Le second était l'absence totale de vie animale. Je m'arrêtai devant la colonne. Je tendis mon vif, et le loup en fit autant. Ce n'était que de la pierre froide. Nous allons peut-être apprendre à nous nourrir de pierre maintenant, dit le loup. Nous devrons aller chasser ailleurs ce soir, en effet, répondis-je. Et trouver de l'eau propre, ajouta le fou. Tétriken se tenait devant le pilier. Les gepas commençaient déjà à s'égayer d'un air désolé, à la recherche de quelques touffes d'herbe. Doué à la fois de l'art et du vif, je percevais avec acuité les gens qui m'entouraient. Mais, pour le moment, je ne captais rien de la reine. Son visage était un masque inexpressif, qui se mit soudain à s'affaisser, comme si elle vieillissait sous mes yeux.
Son regard qui errait sur la pierre sans vie tomba par hasard sur moi, et elle eut un sourire contraint. Il n'est pas ici, dit-elle. Après tout ce chemin, il n'est pas ici. Je ne vis pas quoi lui répondre. J'aurais pu imaginer découvrir bien des choses au bout de notre route, mais une carrière de pierre abandonnée était parmi les plus invraisemblables. Je m'efforçais de trouver quelque chose d'optimiste à dire, mais rien ne me vint. C'était la dernière destination indiquée sur notre carte, et manifestement aussi la fin de la route d'Ar. Ketriken s'assit lentement au pied du pilier, et demeura là sans bouger, trop lasse et trop découragée pour pleurer. Lorsque je tournai les yeux vers Caudron et Astérie, je constatai qu'elle me dévisageait comme si elle attendait une réponse de ma part. Mais je n'en avais pas. La chaleur du jour me pressait. Tant de chemin pour ça. Je sens une odeur de charogne. Moi pas. Je n'avais vraiment pas envie de penser à cela pour le moment. Ça m'aurait étonné avec le nez que tu as. Il y a quelque chose de mort, et de bien mort, pas loin d'ici. Eh bien, roule-toi dedans, et qu'on en finisse, lui dis-je d'un ton brutal. Fitz me gourmanda Caudron, tandis qu'œil de nuit s'éloignait au petit trot. C'est au loup que je m'adressais, répondis-je penaud. Le fou hocha la tête avec une expression presque vide. Il n'était plus lui-même. Caudron avait insisté pour qu'il continue à prendre de l'écorce elfique, bien que notre réserve réduite limitât sa dose à la même écorce infusée et réinfusée. De temps en temps, il me semblait percevoir comme un bref éclat de lien d'art entre nous. Si je le regardais, il se retournait parfois et me rendait mon regard, même d'un bout à l'autre du campement. Mais cela n'allait guère plus loin. Quand je lui en parlais, il m'avoua sentir parfois quelque chose, mais sans savoir de quoi il s'agissait. Je ne fis aucune mention de ce que m'avait dit le loup. Écorce elfique ou non, le fou conservait une attitude grave et léthargique. Dormir ne paraissait pas le reposer, car il gémissait et marmonnait dans ses rêves. On eût dit un être en convalescence d'une longue maladie, et qui garde ses forces par toutes sortes de petits moyens. Il parlait peu, et même son entrain mordant avait disparu. C'était pour moi un souci de plus. C'est un homme! La puanteur du cadavre que je sentis par les narines d'œil de nuit était insupportable, et je faillis vomir. Vérité, murmurai-je avec horreur, et je me lançai en courant sur les traces du loup. Le fou me suivit plus lentement, telle une plume portée par le vent. Les femmes nous regardèrent nous éloigner sans comprendre. Le corps était coincé entre deux monstrueux blocs de pierre, replié sur lui-même, comme s'il cherchait à se dissimuler jusque dans la mort. Le loup allait et venait sans cesse devant lui, le poil hérissé. Je m'arrêtai à quelque distance, puis tirai la manche de ma chemise sur ma main et m'en couvris le nez et la bouche. C'était un peu mieux, mais rien n'aurait pu couvrir complètement une telle puanteur. Je m'approchai en m'armant de courage pour accomplir les gestes que je savais devoir faire. Près du corps, je saisis la somptueuse cape et la retirai du cadavre. Il n'y a pas de mouche, observa le fou d'un ton presque rêveur. C'était exact. Ni mouche, ni asticot. Seule la silencieuse décomposition de la mort avait œuvré sur cet homme. Il avait le visage sombre, plus hâlé encore que celui d'un laboureur. Ses traits étaient restés déformés par la terreur. Mais je vis tout de suite qu'il ne s'agissait pas de vérité. Pourtant, je dus l'observer un moment avant de le reconnaître. Carode, fis-je à mi-voix. Le membre du clan de Royal demanda le fou, comme s'il pouvait y avoir un autre Carode dans les environs. J'acquiesçai de la tête. La manche de ma chemise toujours sur mon nez et ma bouche, je m'agenouillai près du corps. De quoi est-il mort? S'enquit le fou. L'odeur ne paraissait pas le gêner alors que j'aurais été incapable de parler
sans être pris de haut le cœur. J'aurais dû prendre une inspiration pour répondre. Aussi me contentai-je de hausser les épaules. Prudemment, je tirai sur les vêtements de Carode. Le corps était à la fois rigide et en train de s'amollir. Il n'était pas facile de l'examiner, mais je ne détectai aucune trace de violence sur lui. Je pris une courte inspiration, la retins, et me servis de mes deux mains pour dégrafer sa ceinture à laquelle étaient attachés son poignard et sa bourse. Je la dégageai, puis battis rapidement en retraite sans lâcher l'objet. Tétriken, Caudron et Astérie arrivèrent alors que j'ouvrais la bourse avec circonspection. J'ignore ce que j'espérais y découvrir, mais je fus déçu. Une poignée de pièces de monnaie, un silex et une petite pierre à aiguiser. Je jetai la bourse par terre et m'essuyai les mains sur les jambes de mon pantalon. Elle puait la mort. C'est Carode, annonça le fou aux autres. Il a dû venir par le pilier. Qu'est-ce qui l'a tué demanda Caudron. Je soutins son regard. Je l'ignore, mais je pense que c'est l'art. En tout cas, il a essayé de se cacher entre ces rochers. Éloignons-nous de cette odeur, proposai-je. Nous retournâmes près du pilier, Œil de Nuit et moi en dernier, et plus lentement que nos compagnons. J'étais perplexe. Je m'aperçus que je mettais toute mon énergie à renforcer mes murailles d'art. La vue du cadavre de Carode m'avait choqué. Un membre du clan en moins, me disais-je. Mais il était ici, dans la carrière, quand il est mort. Si Vérité l'avait tué à l'aide de l'art, cela signifiait peut-être que mon roi s'était trouvé ici aussi. Allions-nous rencontrer Guillot et Ronce dans la carrière s'ils étaient également venus assaillir Vérité? J'avais néanmoins le sentiment glaçant que nous avions plus de chances de découvrir le cadavre de Vérité. Je me retins de faire part de mes pensées à Kétriken. Le loup et moi partageâmes la même perception au même instant. Il y a quelque chose de vivant, là-bas, dis-je à mi-voix. Plus loin dans la carrière. Qu'est-ce que c'est me demanda le fou. Je n'en sais rien. Un frisson étrange me parcourut. Mon sens du vif ne cessait de fluctuer quant à ce qu'il avait détecté. Plus j'essayais de sentir de quoi il s'agissait, plus l'objet de ma recherche m'échappait. Vérité fit Kétriken. J'eus le cœur serré de voir l'espoir s'allumer encore une fois dans son regard. Non, répondis-je avec douceur. Je ne crois pas. On ne dirait pas un humain. Je n'ai jamais rien perçu de semblable. Je me tus un instant, puis ajoutai. Vous devriez tous rester ici pendant que le loup et moi allons nous renseigner. Non. C'était Caudron qui s'était exprimé. Mais quand je jetai un coup d'œil à la marraine, je vis qu'elle acquiesçait à cette réponse. Je préfère que le fou et vous demeuriez ici pendant que nous allons voir de quoi il s'agit, me dit-elle d'un ton sévère. C'est vous deux qui êtes en danger ici. Si Carode est parvenu jusqu'ici, Ronce et Guillot pourraient bien se trouver là-bas. Pour finir, il fut décidé que nous irions tous, mais avec la plus grande prudence. Nous nous déployâmes en éventail, puis avançâmes ainsi dans la carrière. J'étais incapable d'indiquer avec précision où je percevais la créature, si bien que nous avions tous les nerfs à vif. La carrière évoquait une chambre d'enfant, parsemée de cubes et de jouets disproportionnés. Nous passâmes devant un bloc partiellement sculpté, mais il ne possédait pas la finesse des dragons du jardin de pierre. La sculpture était lourde, de facture grossière et vaguement obscène. Elle m'évoqua le fœtus d'un poulain à la suite d'une fausse couche. Pris de révulsion, je la laissai rapidement derrière moi pour gagner ma position suivante. Comme moi, mes compagnons se déplaçaient d'abri en abri, chacun s'efforçant de garder l'un ou l'autre de notre groupe dans sa ligne de vision. Je pensais ne rien voir de plus troublant que la sculpture grossière devant laquelle j'étais passé, mais celle que nous croisâmes ensuite m'arracha le cœur.
Quelqu'un avait sculpté avec des détails d'une précision effrayante un dragon en train de s'enfoncer dans un bourbier. Les ailes de la créature étaient à demi dépliées, et ses yeux aux lourdes paupières étaient levés au ciel avec une expression d'horreur. Une jeune femme était assise sur son dos, agrippée au cou sinueux, la joue appuyée contre les écailles du dragon. Son visage était un masque de souffrance, sa bouche grande ouverte, ses traits tendus, et les muscles de sa gorge saillaient comme des cordes. L'artiste avait rendu en détail toutes les couleurs et les formes de la jeune fille et du dragon. Je distinguais les cils de la cavalière, chacun de ses cheveux dorés, les fines écailles vertes qui entouraient les yeux du dragon, et jusqu'aux gouttelettes de salive qui pendaient aux babines tordues d'angoisse de la créature. Mais là où on aurait dû voir les pattes puissantes et la queue battante du dragon, il n'y avait que de la pierre noire d'aspect bourbeux, comme si la bête et sa cavalière avaient atterri dans un étang bitumeux, sans pouvoir s'en dégager. En tant que statue, c'était une œuvre déchirante. Je vis Caudron s'en détourner, des larmes plein les yeux. Mais ce qui nous démonta, œil de nuit et moi, furent les contorsions de vif que la sculpture dégageait. C'était moins fort que ce que nous avions perçu chez les statues du jardin, mais c'en était d'autant plus poignant. On eût dit les ultimes affres d'une créature prise au piège, et je me demandais quel talent avait pu infuser une telle nuance de vie dans une statue. Tout en étant sensible à l'art qui avait formé cette œuvre, je n'étais pas sûr de l'apprécier. Mais c'était valable pour une bonne partie de ce que cette ancienne race d'artiseurs avait créé. En longeant discrètement la pierre, je m'interrogeais. Était-ce elle que le loup et moi avions senti? Avec un picotement d'effroi, je vis le fou se retourner pour l'observer, le front plissé, l'air mal à l'aise. Manifestement, il sentait vaguement quelque chose. Peut-être est-ce cela que nous avons capté, œil de nuit. Il n'y a peut-être nulle créature vivante dans cette carrière, rien que ce monument voué à une lente agonie. Non, je flaire quelque chose. J'ouvris large les narines, les dégageai d'un reniflement silencieux, puis inspirai longuement et avec lenteur. Mon nez n'était pas aussi fin que celui d'œil de nuit, mais les sens du loup amélioraient les miens, et je captai une odeur de transpiration et une vague trace de sang, toutes deux fraîches. Soudain, le loup se serra contre moi, et, ensemble, nous contournâmes prudemment un bloc de pierre gros comme deux chaumières. Je jetai un coup d'œil au-delà de l'angle, puis m'avançai avec précaution. Œil de nuit me dépassa sans bruit. Je vis le fou tourner l'autre coin du rocher et sentis les autres approcher. Nul ne parlait. C'était un nouveau dragon. Celui-ci avait les dimensions d'un navire, et, tout de roc noir, il dormait sur le bloc de pierre d'où il émergeait. Des éclats et des morceaux de rochers jonchaient le sol alentour. Même de loin, la créature était impressionnante. Malgré son endormissement, chacun de ses traits évoquait à la fois la force et la noblesse. Les ailes repliées le long de ses flancs ressemblaient à des voiles ferlées, tandis que l'arche du cou puissant me rappelait l'encolure d'un cheval de combat. Je l'observai un long moment avant d'apercevoir la petite silhouette grise étendue auprès de lui. Je me concentrai sur elle en m'efforçant de savoir si la vie fluctuante que je sentais provenait d'elle, du dragon. Les fragments de pierre formaient presque une rampe qui permettait d'accéder au bloc rocheux d'où émergeait la bête, et je pensais que l'homme étendu réagirait en entendant le crissement de mes pas. Mais il ne bougea pas. Mes compagnons, restés en arrière, observaient mon ascension. Seul œil de nuit était venu avec moi, les poils hérissés. Je me trouvais à une longueur de bras de l'homme prostré quand il se leva brusquement et me fit face. Il était vieux et maigre, les cheveux et la barbe gris. Ses haillons aussi étaient gris de poussière et de pierre, et une tache grise maculait une de ses joues. Ses genoux, visibles par les trous de son pantalon, étaient à la fois sanglants et encroûtés de sang coagulé
à force de frotter sur la pierre inégale. Ses pieds étaient enveloppés de bouts de chiffon. Il tenait une épée ébréchée dans sa main gantée de gris, mais pas en position de garde. Le simple fait de tenir l'arme l'épuisait, je le sentais. Par instinct, j'écartai les bras de mon corps pour lui montrer que je ne le menaçais pas. Il posa un moment des yeux éteints sur moi, puis ils remontèrent lentement jusqu'à mon visage. Nous restâmes quelques instants à nous dévisager. Son regard à la fois scrutateur et à demi aveugle m'évoqua Josh, le harpiste. Puis sa bouche s'ouvrit grand au milieu de sa barbe, laissant apparaître des dents d'une blancheur surprenante. Fitz, dit-il d'un ton hésitant. Malgré tout le reste, je reconnus sa voix. Ce ne pouvait être que vérité. Mais tout mon être se récriait d'horreur devant ce qu'il était devenu, devant cette épave d'homme. Derrière moi, j'entendis des pas vifs et me retournai à temps pour voir qu'Etriken montait à grandes enjambées la rampe de pierre. L'espoir et la consternation se mêlaient en une expression indicible sur son visage. Mais elle s'écria « Vérité !» Et il n'y avait que de l'amour dans ce cri. Elle courut les bras tendus vers lui et j'eus du mal à l'arrêter lorsqu'elle passa près de moi. « Non !» m'exclamai-je. « Non, ne le touchez pas !»« Vérité !» cria-t-elle à nouveau, voulant se dégager de ma poigne. « Lâchez-moi ! Laissez-moi le rejoindre !» Pour ma part, je faisais des efforts désespérés pour l'en empêcher. « Non, dis-je doucement. Comme il arrive parfois, la modération de mon ton lui fit cesser la lutte, et elle me regarda d'un air interrogateur. Ses mains et ses bras sont imprégnés de magie. J'ignore ce qui pourrait vous arriver si vous le touchiez. Toujours prisonnière, elle tourna la tête pour contempler son époux. Il nous regardait sans bouger, avec sur les traits un sourire bienveillant, mal à l'aise. Il inclina la tête comme pour mieux nous considérer, puis il se baissa précautionneusement pour poser son épée. À cet instant, Tetriken vit ce que j'avais déjà entreaperçu. Le chatoiement argenté et révélateur qui ondoyait sur ses avant-bras et ses doigts. Vérité ne portait pas de gantelets. La chair de ses bras et de ses mains n'était plus que magie pure. La tache grise de sa joue n'était pas une trace de poussière, mais une macule de pouvoir qui s'était étalée là où il s'était touché. J'entendis le lent crissement des pas de nos compagnons qui nous rejoignaient. Sans avoir besoin de le regarder, je sentis qu'ils observaient la scène de tous leurs yeux. Enfin, le fou dit à mi-voix. Vérité, mon prince, nous voici. Il y eut soudain un son étrange, mi-hoquet, mi-sanglot, et je tournai la tête. Je vis qu'Audron s'affaissait lentement, sombrant comme un navire éperonné. Une main crispée sur la poitrine, l'autre devant la bouche, elle tomba à genoux, les yeux exorbités braqués sur les mains de Vérité. Astérie se porta aussitôt à ses côtés. Dans mes bras, je sentis qu'Étriquienne me repoussait calmement. Je scrutais ses traits affligés, puis la laissai aller. Elle se dirigea droit sur Vérité, à pas compter. Et il la regarda s'approcher avec sur le visage une expression non pas impassible, mais où ne se lisait nul signe de reconnaissance. À portée de bras de lui, elle s'arrêta. Tout était silencieux. Elle le dévisagea un moment, puis secoua lentement la tête, comme si elle répondait d'avance à la question qu'elle lui posa. Seigneur, mon époux, ne me reconnaissez-vous pas? Époux, répéta-t-il d'une voix éteinte. Les rides de son front se creusèrent, et il eut soudain l'attitude de quelqu'un qui essaye de se rappeler ce qu'il savait jadis par cœur. La princesse Kétriken du royaume des montagnes. On me l'a donnée pour épouse. Une jeune fille fluette, un petit chat sauvage des montagnes aux cheveux blonds. C'était tout ce que je me rappelais d'elle
On l'a emmené devant moi. Un pâle sourire détendit ses traits. Ce soir-là, j'ai défait ses cheveux qui sont tombés comme une cascade, plus fins que de la soie. Si fins que je n'osais pas les toucher, de peur qu'ils ne s'accrochent au cale de mes paumes. Étriquenne porta les mains à ses propres cheveux. Quand on lui avait dit que Vérité était mort, elle les avait coupés ras comme du chaume. Ils atteignaient à présent ses épaules, mais leur aspect soyeux avait disparu, brûlé par le soleil, la pluie et la poussière de la route. Cependant, elle les libéra de l'épaisse natte qui les contraignait, et les fit encadrer son visage en secouant la tête. Monseigneur, dit-elle doucement. Elle nous regarda tour à tour, Vérité et moi. Ne puis-je vous toucher demanda-t-elle d'un ton implorant. Ah. Il parut réfléchir à sa requête, baissa les yeux sur ses bras et ses mains en ouvrant et fermant ses doigts argentés. Je ne crois pas, je suis navré. Non. Non, il ne faut pas. C'est mieux ainsi. Il s'exprimait d'un ton de regret, mais je sentis que c'était seulement parce qu'il devait rejeter cette demande, non parce qu'il regrettait de ne pouvoir la toucher. Étriquenne prit une inspiration hachée. Monseigneur, fit-elle, puis sa voix se brisa. Vérité, j'ai perdu notre enfant. Notre fils est mort. Je pris seulement alors la mesure du fardeau qu'elle portait, tandis qu'elle cherchait son époux, en sachant qu'elle devrait lui annoncer cette nouvelle. Elle courba sa tête fière, comme dans l'attente du courroux de son époux. Ce fut pire encore. Ah, dit-il. Puis, nous avions un fils. Je ne m'en souviens pas. Voilà, je pense, ce qui la brisa. S'apercevoir que cette catastrophe ne le mettait pas en colère, ni ne l'affligeait. Elle l'égarait simplement. Elle dut se sentir dupée. Sa fuite éperdue du château de Castelcerre, toutes les épreuves qu'elle avait supportées pour protéger son enfant à naître, les longs mois solitaires de sa grossesse, qui s'étaient achevés par la naissance déchirante de son enfant mort-né, puis l'angoisse de devoir avouer à son Seigneur qu'elle lui avait failli. Tout cela constituait sa réalité depuis un an. Et maintenant qu'elle se tenait devant son époux et roi, il cherchait à se souvenir d'elle, et la mort de son enfant ne lui aspirait qu'un ah indifférent. J'éprouvais de la honte pour ce vieillard branlant qui scrutait la reine avec un sourire las. Étriquenne ne se mit pas à hurler, et elle ne s'effondra pas non plus en larmes. Elle se contenta de faire demi-tour et de s'éloigner lentement. Je captai à son passage une immense maîtrise de soi et une grande colère. Astérie, accroupie près de Caudron, leva les yeux vers la reine et fit mine de se redresser pour la suivre. Mais qu'Étriquenne le lui interdit d'un petit mouvement de la main. Seule, elle descendit de la vaste estrade de pierre et s'en alla à grands pas. Je vais avec elle. Oui, s'il te plaît. Mais ne la dérange pas. Je ne suis pas stupide. Œil de nuit me quitta pour suivre Kétriken. Malgré ma recommandation, je sentis qu'il se dirigeait droit vers elle. Se plaça à côté d'elle et pressait sa tête puissante contre ses jambes. Elle se laissa brusquement tomber sur un genou et serra le loup contre elle, le visage dans sa fourrure, ses larmes coulant dans ses poils rêches. Il tourna la tête et lui lécha la main. Va-t'en me transmit-il mécontent. Et je ramenai ma conscience à moi. Je battis des paupières en me rendant compte que je n'avais pas quitté Vérité des yeux. Son regard croisa le mien. Il s'éclaircit la gorge. Fils chevalerie, dit-il, et il prit une inspiration qu'il relâcha à demi. Je suis épuisé, fit-il d'un ton pitoyable. Il reste tant à faire.
Du geste, il désigna le dragon derrière lui. Il s'assit lourdement près de la statue. J'ai fait tout mon possible, murmura-t-il, sans s'adresser à quiconque en particulier. Le fou retrouva ses sens avant moi. Monseigneur, prince vérité, dit-il. Puis il s'interrompit. Mon roi, c'est moi, le fou. Puis-je vous être utile? Vérité regarda l'homme mince et pâle qui se tenait devant lui. Je serai honoré, dit-il au bout d'un moment. Sa tête se balança sur son cou. Accepter la féauté d'un homme qui a si bien servi mon père et ma reine. L'espace d'un instant, je retrouvai le Vérité d'autrefois. Puis ses traits reprirent leur expression vague. Le fou s'avança, puis s'agenouilla tout d'un coup près de lui. Il tapota l'épaule de Vérité, ce qui en fit élever un petit nuage de poussière. Je m'occuperai de vous, dit-il, comme je l'ai fait pour votre père. Il se redressa brusquement et se tourna vers moi. Je vais chercher du bois pour le feu et de l'eau propre, annonça-t-il. Il regarda les femmes derrière moi. Comment va Caudron demanda-t-il à la ménestrelle. Elle s'est presque évanouie, dit Astérie. Mais Caudron l'interrompit. J'ai été ébranlé jusqu'au tréfonds, fou, et je ne suis pas pressé de me relever. Mais Astérie est libre de faire tout ce qu'elle doit faire. Ah, tant mieux. Le fou semblait avoir pris la situation en main. On eût dit qu'il organisait un pique-nique. Dans ce cas, auriez-vous la bonté, maîtresse Astérie, de monter la tente, ou même deux, si cela est réalisable. Regardez ce qui nous reste comme vivre et prévoyez un repas généreux, car nous en avons tous besoin, je crois. Je vais revenir bientôt avec du bois et de l'eau, et quelques légumes, si j'ai de la chance. Il me jeta un bref regard. Occupe-toi du roi, me dit-il à voix basse, sur quoi il partit à grandes enjambées. Astérie était bouche bée. Enfin, elle se leva et se mit en quête des gepas qui s'étaient égayés. Caudron la suivit à pas lents. Ainsi me retrouvai-je après ce long périple, seul, devant mon roi. Rejoins-moi, m'avait-il ordonné, et j'avais obéi. Un instant, je jouis d'une profonde paix intérieure, en me rendant compte que la voix insistante s'était enfin tue. Eh bien, je suis là, mon roi, dis-je, entre haut et bas, autant pour moi que pour lui. Vérité ne répondit pas. Il m'avait tourné le dos et grattait la statue à l'aide de son épée. À genoux, tenant l'épée par le pommeau et la lame, il en passait la pointe sur la roche le long de la patte antérieure du dragon. Je m'approchai pour l'observer alors qu'il raclait le roc noir de l'estrade. Il avait une expression si concentrée, des mouvements si précis que je restais sans comprendre. Vérité, que faites-vous demandai-je à mi-voix. Il ne me regarda même pas. Je sculpte un dragon, répondit-il. Plusieurs heures plus tard, il s'acharnait toujours à la même tâche. Le raclement monotone de la lame sur la pierre me faisait grincer des dents et me mettait les nerfs à vif. J'étais resté sur l'estrade dans sa compagnie. Astérie et le fou avaient dressé notre tente, ainsi qu'une seconde, plus petite, fabriquée à l'aide de nos couvertures désormais en excès. Un feu brûlait, et Caudron surveillait une marmite bouillonnante. Le fou faisait le tri parmi les plantes et les racines qu'il avait ramassées, tandis qu'Astérie préparait le couchage dans les tentes. Kétriken était revenu parmi nous, mais seulement le temps de se munir de son arc et de son carquois, et de nous annoncer qu'elle partait chasser avec œil de nuit. Le loup m'avait adressé un regard flamboyant de ses yeux sombres, et j'avais gardé le silence. Je n'avais pas appris grand-chose depuis que nous avions retrouvé Vérité. Ses murailles d'art étaient hautes et compactes, au point que je ne percevais presque aucune impression d'art de sa part.
Ce que je découvris quand je tendis mon esprit fut encore plus déconcertant. Je captais bien le sens fugitif du vif que j'avais de lui, mais j'étais incapable de le comprendre. On eût dit que sa vie et sa conscience fluctuaient entre son corps et l'immense statue du dragon. Je me rappelais la dernière fois où je m'étais trouvé face à un tel phénomène. C'était quand j'avais rencontré Rolf et son ours. Ils partageaient le même flux de vie. Sans doute, si quelqu'un avait tendu son esprit vers le loup et moi, il aurait trouvé la même interaction. Nous partagions notre esprit depuis si longtemps que, par certains côtés, nous ne formions plus qu'une seule créature. Mais cela ne m'expliquait pas comment Vérité avait pu se lier avec une statue, ni pourquoi il persistait à la graver avec son épée. Je mourais d'envie de lui arracher l'arme des mains, mais je me contenais. À la vérité, il paraissait tellement obsédé par sa tâche que je redoutais presque de l'interrompre. Plus tôt, j'avais essayé de lui poser des questions. Quand je lui avais demandé ce qu'étaient devenus ceux qui l'accompagnaient, il avait lentement secoué la tête. Il nous harcelait comme un vol de corbeau poursuit un aigle. Il s'approchait, il nous picorait en croissant, et puis il s'enfuyait dès que nous nous retournions pour les attaquer. Les corbeaux avais-je répété, ahuri. Il leva les yeux au ciel devant ma stupidité. Des mercenaires. Ils nous tiraient dessus depuis leur cachette, et ils nous attaquaient parfois la nuit. Le clan égarait aussi l'esprit de certains de mes hommes, et j'étais incapable de protéger ceux qui y étaient sensibles. Le clan leur envoyait des peurs qui les hantaient la nuit, et ils semaient la zizanie parmi eux. Je leur ai donc ordonné de faire demi-tour en leur imprimant mon ordre dans l'esprit avec l'art, pour qu'ils n'écoutent que celui-là. Ce fut pratiquement la seule question à laquelle il répondit vraiment. Les autres, rares, furent celles auxquelles il accepta de donner réponse. Et cela seulement de façon inappropriée ou évasive. Je finis par renoncer et lui rendis compte de tout ce qui s'était passé en son absence. Cela prit du temps, car je commençais par le jour où je l'avais vu partir pour sa mission. J'étais sûr, dans bien des cas, qu'il savait déjà ce que je lui narrais, mais je le racontais quand même. S'il avait l'esprit égaré, comme je le craignais, peut-être le fait de lui rafraîchir la mémoire l'aiderait-il à trouver un point d'ancrage. Si, en revanche, il avait l'esprit aussi vif qu'avant sous son aspect poussiéreux, placer les événements en perspective et en ordre ne pouvait pas faire de mal. Je ne voyais pas comment l'atteindre autrement. Grâce à mon récit, il avait commencé, je pense, à prendre conscience de tout ce que nous avions souffert pour parvenir jusqu'à lui. Je souhaitais aussi lui ouvrir les yeux sur ce qui se passait dans son royaume, pendant qu'il bricolait ici avec son dragon. Peut-être espérais-je réveiller en lui le sens de la responsabilité qu'il avait envers son peuple. Tandis que je parlais, il paraissait distrait, mais il lui arrivait de hocher gravement la tête, comme si j'avais confirmé quelques craintes secrètes. Et toujours la pointe de l'épée grattait la surface noire de la roche. Il faisait presque nuit quand j'entendis le pas traînant de Caudron derrière moi. Interrompant le récit de mes aventures dans la cité en ruine, je me tournai vers elle. Je vous ai apporté un peu de tisane bien chaude, annonça-t-elle. Merci, dis-je, et je lui pris une chope des mains, mais c'est à peine si Vérité leva la tête. Caudron resta un moment la chope tendue vers lui. Pourtant, quand elle lui parla, ce ne fut pas pour lui rappeler la tisane. Que faites-vous demanda-t-elle d'une voix douce. Le bruit de raclement cessa brusquement. Il se tourna vers Caudron, la dévisagea, puis il me jeta un coup d'œil comme pour vérifier si j'avais moi aussi entendu la question ridicule de la vieille femme. Le regard interrogateur que je lui renvoyais parut le stupéfier. Il s'éclaircit la gorge. Je sculpte un dragon. Avec votre épée demanda Caudron. Il n'y avait que de la curiosité dans sa question. Seulement pour le dégrossissage, répondit-il.
Pour le travail plus fin, je me sers de mon poignard, et pour le peaufinage, de mes doigts et de mes ongles. Il tourna lentement la tête et contempla l'immense statue. J'aimerais pouvoir dire qu'elle est presque finie, fit-il d'une voix cassée. Mais il reste tant à faire, et je crains de terminer trop tard, si ce n'est pas déjà le cas. Trop tard pourquoi demandai-je d'une voix aussi douce que Caudron. Mais trop tard pour sauver le peuple des Siduchés me dévisagea comme si j'étais simple d'esprit. Sinon, que ferais-je ici? Pourquoi aurais-je abandonné mon pays et ma reine pour venir ici? Pendant que je m'efforçais de comprendre le sens de ses propos, une question me monta aux lèvres, irrépressible. Vous pensez avoir sculpté ce dragon tout entier? Vérité, réfléchit. Non, bien sûr que non. Mais alors que je me réjouissais de savoir qu'il n'était pas complètement fou, il ajouta. Il n'est pas encore fini. Une fois de plus, il contempla son dragon avec l'affection et la fierté qu'il réservait autrefois à ses meilleures cartes. Et il m'a déjà fallu longtemps, rien que pour accomplir ceci. Très longtemps. Ne voulez-vous pas boire votre tisane tant qu'elle est chaude, sire demanda Caudron en lui tendant à nouveau la chope. Vérité regarda le récipient, comme s'il s'agissait d'un objet inconnu. Puis, gravement, il s'en saisit. De la tisane? J'avais presque oublié que cela existait. Ce n'est pas de l'écorce elfique, au moins. Pareda, que je détestais cette amertume. Caudron faillit faire la grimace. Non, sire. Ce n'est pas de l'écorce elfique, je vous le promets. Ce ne sont que des herbes ramassées sur le bord du chemin. Malheureusement, surtout de l'ortie et un peu de menthe. De la tisane d'ortie. Ma mère nous en donnait comme fortifiant au printemps. Et sourit. Je vais la mettre dans mon dragon, la tisane d'ortie de ma mère. Il but une gorgée, puis eut l'air surpris. Elle est chaude. Il y a bien longtemps que je n'ai rien avalé de chaud. Combien de temps demanda Caudron sur le ton de la conversation. Il y a. Il y a longtemps. Il but une nouvelle gorgée de tisane. Il coule une rivière poissonneuse à la sortie de la carrière. Et il est déjà difficile d'attraper du poisson, alors le faire cuire. En réalité, je n'y pense pas. J'ai mis tant de choses dans le dragon. Cela en fait peut-être partie. Et depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi fit Caudron, insistante. Je ne puis à la fois travailler et dormir, observa-t-il. Et je dois effectuer mon travail. Vous l'effectuerez, lui promit-elle. Mais ce soir, vous allez vous arrêter, rien qu'un moment, pour manger et boire, et puis dormir. Vous voyez, regardez en bas. Astérie vous a préparé une tente, et dedans des couvertures chaudes et moelleuses, et aussi de l'eau chaude pour vous laver, et encore des vêtements aussi frais qu'il est possible, étant donné les circonstances. Il baissa les yeux sur ses mains argentées. J'ignore si je puis me laver, lui confia-t-il. Eh bien, Fitz Chevalerie et le fou vous aideront, promit-elle d'un ton enjoué. Merci. Ce serait fort agréable. Mais son regard se fit lointain. Kétriken. N'était-elle pas là, il y a un moment, ou bien ai-je rêvé? Une grande partie d'elle était ce qu'il y avait de plus fort. Alors je l'ai mis dans le dragon. Je crois que c'est ce qui me manque le plus de tout ce que j'y ai mis. Il s'interrompit, puis ajouta. Quand je me rappelle ce qui me manque. Kétriken est ici, lui assurai-je. Elle est partie chasser, mais elle ne va pas tarder à revenir. Vous plairait-il d'être propre et vêtu de frais à son retour? À part moi, j'avais résolu de répondre aux parties de sa conversation qui avaient un sens, et de ne pas le troubler en l'interrogeant sur les autres.
Elle ne s'arrête pas à de tels détails, me dit-il avec une ombre de fierté dans la voix. Néanmoins, ce serait agréable. Mais il y a tant à faire. Il commence à faire trop noir pour travailler de toute manière. Attendez demain, la tâche s'achèvera, dit Caudron d'un ton confiant. Demain, je vous aiderai. Vérité secoua lentement la tête et but encore une gorgée de tisane. Même ce simple breuvage paraissait lui rendre des forces. Non, murmura-t-il. Vous ne pouvez pas, je regrette. Je dois le faire moi-même, comprenez-vous? Demain, vous comprendrez vous-même, si vous avez retrouvé assez de force. Je pense pouvoir vous aider. Mais nous nous en inquiéterons le moment venu. Il soupira et lui rendit la chope vide. Mais au lieu de la prendre, elle agrippa d'un geste vif le haut du bras de Vérité qu'elle obligea à se relever. Elle avait de l'énergie pour quelqu'un de son âge. Elle ne chercha pas à lui retirer son épée, mais il la laissa tomber et je la ramassai. Il suivit Caudron docilement, comme si, en le prenant simplement par le bras, elle l'avait privé de toute volonté. Derrière eux, j'examinais l'épée qui avait jadis fait la fierté de Hod, et je me demandais ce qui avait pris Vérité d'employer une arme aussi royale à tailler le roc. Le fil en était tordu et ébréché, la pointe aussi émoussée qu'une cuillère. Elle est dans le même état que son maître, pensai-je, et je poursuivis mon chemin jusqu'au camp. Arrivé au bivouac, j'eus presque un choc en m'apercevant que Ketriken était revenue. Elle était assise près du feu, et son regard était perdu dans les flammes. Œil de Nuit était couché quasiment sur ses pieds. Il leva les oreilles quand je m'approchai du feu, mais il ne fit pas mine de quitter l'arène. Caudron conduisit Vérité tout droit à la petite tente qui lui avait été réservée. Elle fit un signe de tête au fou qui, sans un mot, prit une cuvette d'eau fumante près du feu et la suivit. Quand je voulus pénétrer à mon tour dans la petite tente, le fou nous chassa. Caudron et moi. Ce ne sera pas le premier roi dont j'aurai pris soin, dit-il. Laissez-moi m'en occuper. Ne touchez ni à ses mains ni ses avant-bras, l'avertit Caudron d'un ton grave. Le fou eut l'air un peu interloqué, puis il hocha la tête. Quand je sortis, il défaisait les nombreux nœuds de la lanière qui fermait le pourpoint usé de Vérité, tout en parlant de choses et d'autres. J'entendis Vérité. Charim me manque beaucoup. Je n'aurais jamais dû lui permettre de nous accompagner. Mais il me servait depuis si longtemps. Il est mort lentement, en souffrant beaucoup. Cela a été horrible pour moi de le regarder mourir. Mais lui aussi est allé dans le dragon. C'était nécessaire. J'éprouvais de la gêne en revenant près du feu. Astérie touillait le ragoût qui mijotait joyeusement, et d'un gros morceau de viande embrochée. La graisse dégoulinait en faisant bondir et cracher les flammes. L'odeur me rappela la faim qui me tenaillait, et mon estomac se mit à gronder. Caudron, debout, dos au feu, contemplait les ténèbres. Le regard de Kedriken volta jusqu'à moi. Eh bien, dis-je abruptement, comment était la chasse? Comme vous voyez, répondit la reine à mi-voix, en désignant la marmite, puis, d'un geste désinvolte, une truie des bois déjà découpée. J'allais admirer la prise. Ce n'était pas un petit animal. Dangereux comme gibier, observai-je en m'efforçant de prendre un ton détaché, horrifié en réalité que ma reine se fût mesurée seule à une telle bête. C'était ce dont j'avais besoin de chasser, dit-elle, toujours à mi-voix. Je ne la comprenais que trop bien. C'était une très bonne chasse. Jamais je n'ai pris autant de viande avec aussi peu d'effort, me dit Œil de Nuit. Et il frotta sa tête contre la jambe de Ketriken, avec une affection sincère. D'une main, elle lui tira doucement les oreilles. Il poussa un gémissement de plaisir et s'appuya lourdement contre elle. Vous allez le gâter, je vous avertis, dis-je à la reine avec une feinte sévérité. Il vient de me dire qu'il n'a jamais pris autant de viande avec si peu d'effort.
Il est très intelligent. Il a rabattu le gibier vers moi, je vous le jure. Il est courageux. Ma première flèche n'a pas réussi à arrêter la truie, et il a tenu la bête en respect pendant que j'encochais une nouvelle flèche. Elle s'exprimait comme si rien d'autre ne pesait sur son cœur. Je hochai la tête, prêt à laisser la conversation se poursuivre sur cette voie. Mais elle me demanda brusquement. Qu'a-t-il? Elle ne parlait pas du loup. Je le savais. Je ne sais pas vraiment, répondis-je avec douceur. Il a subi de grandes privations. Peut-être assez pour lui affaiblir l'esprit. Et non. La voix de Caudron était cassante. Vous n'y êtes pas du tout. Je vous accorde qu'il est épuisé, comme n'importe qui le serait après tout ce qu'il a fait. Mais je l'interrompis. Vous ne croyez tout de même pas qu'il a sculpté ce dragon tout seul? Si, répondit la vieille femme d'un ton assuré. Il vous l'a dit, et c'est vrai. Il doit le faire lui-même, et il le fait. Elle secoua lentement la tête. Je n'ai jamais entendu parler d'un exploit semblable. Même le roi Sageste disposait de son clan, de ce qui en restait quand il est parvenu ici. Personne n'aurait pu sculpter cette statue avec une simple épée, dis-je avec entêtement. Ce qu'elle disait était absurde. Sans répondre, elle se leva et s'éloigna dans la nuit. Quand elle revint, elle laissa tomber deux objets à mes pieds. L'un d'eux avait été jadis un ciseau. La tête avait été écrasée à coups de marteau. Et de la pointe, il ne subsistait rien. L'autre était une vieille tête de maillet, munie d'un manche en bois relativement récent. Et il y en a d'autres, éparpillés çà et là. Il les a sans doute trouvés dans la cité, ou ici, jetés à droite et à gauche, ajouta-t-elle avant que j'eusse le temps de lui poser la question. Je contemplais les outils usagés, puis songeais à tous les mois depuis lesquels Vérité avait disparu. Pour ça? Pour sculpter un dragon de pierre? Je ne comprends pas, dis-je d'une voix faible. En articulant avec soin, comme si j'étais lent d'esprit, Caudron déclara. Il sculpte un dragon dans lequel il engrange tous ses souvenirs. Cela explique en partie son air égaré. Mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il s'est servi de l'art pour tuer Carode. Mais il s'est alors infligé un grand dommage. Elle secoua la tête avec tristesse. Se faire battre alors qu'on était si près de réussir. J'aimerais savoir jusqu'où va la sournoiserie du clan de Royal. Ont-ils envoyé un seul de leurs membres contre lui, en sachant que, si Vérité tuait à l'aide de l'art, il risquait de s'abattre lui-même? Ça m'étonnerait qu'un des membres de ce clan ait été prêt à se sacrifier ainsi. Caudron eut un sourire amer. Je n'ai pas dit qu'il y était allé de son plein gré, ni qu'il connaissait les intentions de ses confrères. C'est comme le jeu des cailloux, fils de chevalerie. On déplace chaque pièce pour obtenir le meilleur avantage. Le but est de gagner, pas de préserver ses pions.